Parce qu'ils étaient profondément attachés aux valeurs républicaines, les instituteurs sont bien souvent les premiers à réagir et à s'opposer au régime de Vichy dès l'année 1940. En Haute-Vienne, Georges Guingouin, qui sera surnommé le préfet du maquis, constitue un exemple symbolique de ces instituteurs qui ont pu jouer un rôle de premier plan dans la résistance. Georges Guingouin est né à Magnac-Laval, en Haute-Vienne, en 1913, d'une mère institutrice, et il n'a pas connu son père qui est mort lors des grandes offensives de 1914. Bon élève, le jeune Georges Guingouin est encouragé à poursuivre ses études par ses professeurs et il réussit le concours de l'école normale d'instituteurs en 1930. C'est donc la voie royale pour devenir instituteur, pour appartenir à ces fameux hussards noirs de la République, pour reprendre l'expérience de Charles Péguy. Entre 1931 et 1934, Georges Guingouin poursuit sa scolarité à l'école normale d'instituteurs de Limoges. Il y apprend son métier, mais ce sont aussi des années pour lui de formation intellectuelle. Et c'est au cours de ce passage à l'école normale qu'il se convertit au communisme. C'est d'ailleurs en 1934 qu'il effectue son premier acte militant, puisqu'il participe à la grande manifestation unitaire du 12 février 1934, organisée par l'ensemble des forces de gauche en réaction à la manifestation des Ligues à Paris le 6 février. À sa sortie de l'école normale d'instituteurs de Limoges, Georges Guingouin reçoit sa première affectation pour la rentrée scolaire de l'année 1935. En octobre 1935, il pose donc ses bagages à Saint-Gilles-les-Forêts, petite commune située au pied du Mont Gargan, dont il devient l'instituteur. Georges Guingouin est directeur de l'école, il est également secrétaire de mairie et à ce titre devient une personnalité importante de cette petite commune de quelques centaines d'habitants. Il possède 4 classes et enseigne à une quarantaine d'élèves. Mais Georges Guingouin n'est pas qu'un instituteur, il joue aussi dans la commune un rôle social important. Les familles viennent le voir pour des conseils, des renseignements, parfois pour lui demander une aide, et il n'est pas rare qu'il soit invité d'ailleurs le soir à certains dîners en compagnie de ses élèves et de leurs parents. Georges Guingouin est aussi une personnalité politique locale, puisque c'est à son arrivée à Saint-Gilles-les-Forêts en 1935 qu'il adhère au Parti communiste et il prend rapidement des responsabilités locales puisqu'il devient le secrétaire de rayon du parti, c'est-à-dire celui qui va organiser le fonctionnement du parti à l'échelle du canton. Et à ce titre, c'est donc lui, Georges Guingouin, qui organise localement la campagne du Parti communiste pour les élections du Front populaire au printemps 1936. En septembre 1939, lors de la déclaration de la guerre, Georges Guingouin est mobilisé. Il quitte donc Saint-Gilles-les-Forêts pour rejoindre le front. Et c'est aussi la période où le Parti communiste est interdit du fait du pacte germano-soviétique signé entre Molotov et Ribbentrop en août 1939. Georges Guingouin fait donc partie de ces quelques militants qui décident de rester fidèles à l'appareil et qui vont donc militer à partir de l'automne 1939 dans la clandestinité. Avant même de rejoindre le front, Georges Guingouin a d'ailleurs caché sa Ronéo et il a aussi dissimulé les différentes archives locales du parti. Il semble que Georges Guingouin milite d'ailleurs dans la clandestinité lors de son passage à l'armée, participe à la diffusion au sein de l'armée de l'humanité clandestine. Et lorsqu'il revient à Saint-Gilles-les-Forêts, au lendemain des événements de mai-juin 1940, Georges Guingouin essaie immédiatement de reconstruire les différentes cellules locales du Parti communiste. Il rédige d'ailleurs en août 1940 un petit texte, un appel à la lutte pour appeler les camarades à rester fidèles à Moscou et à la ligne fixée par l'appareil. À la rentrée d'octobre 1940, Georges Guingouin reprend son poste d'instituteur à Saint-Gilles-les-Forêts, mais il est révoqué dès le mois de novembre par le régime de Vichy du fait de son passé communiste. Il garde néanmoins ses fonctions de secrétaire de mairie, ce qui lui permet de fabriquer des faux papiers pour les clandestins.
Recherché par la police, Georges Guingouin quitte son domicile en février 1941. Il devient alors un clandestin et bascule totalement dans une vie clandestine qui l'oblige à se cacher dans les fermes de la région, voire parfois même dans des aménagements creusés au fond des bois. Après plusieurs mois d'errance et de vie clandestine, Georges Guingouin fonde un maquis au printemps 1943 au lieu-dit la Croix-Chevaux. Ils ne sont que 5 au départ et progressivement le maquis attire les volontaires et de nouvelles recrues. Et à l'automne 1943, le maquis Guingouin comprend une centaine d'hommes. Le maquis Guingouin devient le plus important de la Haute-Vienne et Georges Guingouin, en août 1944, est nommé chef départemental des FFI, Forces françaises de l'intérieur, et à ce titre, c'est lui qui va diriger les opérations qui vont permettre de libérer Limoges et la Haute-Vienne. Tout au long de son parcours de clandestin et de résistant, Georges Guingouin a pu mobiliser ses compétences professionnelles, les compétences qu'il avait acquises dans ses fonctions d'instituteur. Ses compétences rédactionnelles tout d'abord, puisque Georges Guingouin est l'un de ceux qui va rédiger et diffuser le plus de tracts pour le Parti communiste dans toute la zone sud entre 1940 et 1942. Ses compétences administratives ensuite, puisque sa formation pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie a donné à Georges Guingouin les compétences de base en la matière, et il va les utiliser en tant que chef de maquis, en se faisant appeler d'ailleurs le préfet du maquis. Il rédige des arrêtés, des instructions signées du préfet du maquis qui sont diffusées dans les différents villages du canton où son maquis est implanté. Mais surtout parce que Georges Guingouin était connu avant-guerre du fait de ses fonctions d'instituteur, mais aussi des fonctions politiques locales qu'il avait pu exercer, eh bien, cela va faciliter l'insertion de son maquis dans son environnement social et la bonne entente avec les populations locales, notamment les familles de paysans.